Bien, bonjour encore une fois. Je propose de démarrer sans plus attendre. Merci pour votre participation que je peux déjà qualifier de nombreuse. Ça a l'air d'être un véritable succès et déjà, évidemment, vu le programme du jour, une construction neutre en carbone, c'est déjà un sacré programme en soi. Alors, appliqué à l'industrie cimentière, c'est encore quelque chose de plus ambitieux, c'est le moins que l'on puisse dire. On a trois intervenants de choix aujourd'hui pour nous éclairer sur cette question. Notre premier intervenant sera Hervé Kamerlin, que vous connaissez sans doute en tant que directeur de FEBELSEM, l'organisation professionnelle de l'industrie cimentière belge. Et il nous racontera comment l'industrie s'organise déjà aujourd'hui et quel est son plan d'action, son plan de travail pour viser la neutralité carbone en 2050. Ensuite, Julie Pierrard, de Buildwise, le centre de recherche que vous connaissiez précédemment sous le nom de Centre scientifique et technique de la construction, faut-il encore le rappeler. Julie Pierrard, à la tête du laboratoire technologie du béton, nous apportera son analyse scientifique et on terminera avec une présentation, et pas des moindres, celle de Lounis Azibi, en charge de la création et de l'implémentation de la stratégie de développement durable au sein du groupe Eloi. Et il nous expliquera de manière concrète quel est le rôle de l'entrepreneur dans cette transition, puisque évidemment, on sait que tout n'est pas entre les mains des entrepreneurs, mais ils ont un rôle positif extrêmement important à jouer dans cette transition. Donc, sur les points techniques, je rappelle que micro et caméra sont éteints du côté des spectateurs et le resteront, mais vous pouvez intervenir, interagir grâce à la section Q&A, questions et réponses, et on traitera les demandes à la fin de la présentation, un petit peu avant midi. Voilà, c'est également une présentation qui sera enregistrée et disponible ultérieurement. Et j'invite déjà Hervé à préparer sa présentation pour nous la partager. Donc alors, peut-être pour juste pour resituer un petit rappel, hein, donc nous on représente l'industrie cimentière, donc c'est-à-dire quatre producteurs, Holcim, Minerals, CCB, Heidelberg Materials. Donc le ciment, c'est le liant hydraulique, la colle qui est utilisée pour fabriquer du béton. Tout part de la carrière, le calcaire, qui passe dans un four, qui est, euh, qui est cuit à 1400 degrés, dégagement de CO2 à cause de la réaction chimique de décarbonatation. Ensuite, le ciment est broyé pour fabriquer, enfin comment dire, le clinker qui est le résultat de la cuisson au niveau du four à 1400 degrés. Vraiment, le principe actif du ciment est ensuite broyé. On lui ajoute des matières recyclées en général pour diminuer la quantité de clinker et diminuer et lui donner certaines propriétés. Le ciment est ensuite amené au niveau des sites de fabrication du béton, que ce soit des centrales, hein, ou que ce soit des usines de préfabrication, pour avoir donc des produits en béton ou du béton prêt à l'emploi, qui ensuite, lui, est mis en œuvre au niveau de la construction. Donc ça, c'est une vision, voilà, c'est la vision linéaire des choses. En réalité, tout ça s'inscrit dans une vision très circulaire de la construction à différents niveaux. Les bâtiments peuvent avoir différentes, peuvent être réutilisés, avoir comment dire, différentes vies. Certains éléments de construction peuvent être réemployés et le béton s'y prête très bien. Il peut y avoir également de la démolition, ou en tout cas démolition partielle, et les granulats peuvent être recyclés pour refabriquer du béton. Et également aussi, certains déchets de démolition peuvent être réutilisés, enfin recyclés pour la fabrication du ciment. Donc c'est juste pour situer un peu les choses de manière générale. Alors, il y a 2 ans et demi maintenant, l'industrie cimentière a édité sa roadmap comment dire, pour définir comment le ciment pouvait avoir un rôle pour diminuer l'empreinte de la construction, la rendre neutre en carbone et plus circulaire. Et donc, cette roadmap est définie sur base de 5 C. Le premier C, c'est celui de clinker. Le but du jeu, donc le clinker, vous l'avez compris, est la matière la plus lourde d'un point de vue environnemental dans la fabrication du ciment et donc dans la fabrication du béton. Donc le but du levier clinker, c'est de diminuer l'empreinte carbone de la fabrication du clinker.
en utilisant des techniques comme le recyclage, le co-processing, donc l'utilisation de déchets notamment comme combustible au niveau des fours. Aujourd'hui, au niveau de l'industrie cimentière belge, c'est 60% des combustibles pour la cuisson au niveau des fours qui sont en fait des déchets issus du recyclage ou de déchets industriels. Travailler sur l'efficacité des fours, travailler également, certains fabricants de ciment n'ont pas leur propre clinker, l'achètent, c'est travailler avec leurs fournisseurs de clinker. Et puis alors enfin, euh, vous l'avez compris, quand on fabrique du clinker, une partie des émissions est en fait inévitable. On peut pas l'empêcher parce qu'elle est liée à une réaction chimique. Et donc, des techniques nouvelles comme le carbon capture seront nécessaires. Le deuxième C, c'est celui de ciment. Le but du jeu ciment, c'est de diminuer le taux de clinker dans le ciment. Vous connaissez bien les CM3 et vous verrez qu'il y a d'autres types de ciment qui seront disponibles. C'est également dans ces techniques-là se trouve également tout ce qui est efficacité au niveau du broyage, l'achat d'électricité verte, parce que le broyer le ciment est très consommateur d'électricité. Et puis alors éventuellement le développement de liants alternatifs. On parle de géopolymères, on parle d'autres types de liants, ça fait partie de ce scope également. Troisième, c'est celui de concrete, le béton. Encore une fois, travailler sur le transport, optimiser le transport, électrifier le transport sont des moyens qui seront utiles. Travailler sur des compositions de béton optimisées, ça vaut la peine et ça, Julie nous en parlera également un peu. Le quatrième, celui de construction. Là, on va plutôt s'adresser aux concepteurs. Comment utiliser moins de béton dans la construction, comment réutiliser un maximum les structures. Ça, c'est une tendance de fond. Et puis le dernier, c'est plutôt pour mémoire, c'est se souvenir que le béton, en fait, capte une partie du CO2 de l'atmosphère. Alors, c'est plutôt considéré comme un défaut, mais de manière générale, ce sont des quantités qui sont significatives au niveau mondial. Et si on le maîtrise, on peut l'utiliser éventuellement au niveau du process de fabrication. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, c'est quelque chose qui a été présenté il y a longtemps, qui est plutôt connu. Alors, où se situe-t-on aujourd'hui par rapport à la neutralité carbone du ciment? Donc, le ciment responsable pour à peu près, production de ciment responsable pour à peu près 3 à 4 des émissions de gaz à effet de serre de la Belgique. Pas négligeable, pas non plus, c'est pas non plus la majorité, mais c'est important. Donc, par rapport à 1990, l'empreinte carbone moyenne du ciment a baissé de 29%, pour passer de 750 à 540 kg en moyenne. Comment fait-on la suite, les 70% restants? Il y a à peu près un quart de l'effort qui va venir de l'optimisation des processus industriels, donc les combustibles, l'améliorer l'efficacité énergétique des fours, à peu près un quart. À peu près un quart, on va travailler sur les recettes de ciment, toujours diminuer le taux de clinker dans le ciment, ça c'est un élément clé. Et donc, je vais le détailler juste après. Et puis ensuite, encore la moitié qui consistera à investir dans des nouveaux types d'installations pour la capture de CO2. OK, ça, je vais le détailler également. Alors, les types de ciment. Traditionnellement, le ciment classique, qu'on appelle le ciment Portland, c'est le CEM1. C'est un ciment qui contient 100% de clinker. En réalité, 95%. Mais ça, c'est le ciment de base. Qu'on utilise beaucoup en Belgique, c'est le CEM3. C'est du ciment dans lequel on va trouver d'autres matières une autre matière qui est le laitier de haut fourneau. Le laitier de haut fourneau est un déchet de la fabrication d'acier primaire. Okay, et aujourd'hui, le ciment le plus classique, ce sera un CEM3A avec environ 45% de clinker. Ça, c'est vraiment un classique. Donc, un ciment qui se situe ici. Mais on trouve des CEM3B, des CEM3C avec encore moins de clinker. Il y a d'autres matières qui sont disponibles pour fabriquer des ciments, notamment le calcaire. Okay, donc, finalement, ce qui provient de nos carrières directement, ou les cendres volantes également. Et ça amène à d'autres types de ciments comme les CEM2 ou le CEM2A, ici avec 10 à 20% de calcaire, les CEM2B, ici avec des cendres volantes, voire même des CEM2, sur des CEM2B, avec un mélange ici de cendres volantes, de calcaire et de laitier. Mais aujourd'hui, dans vos utilisations en tant qu'entrepreneur, c'est souvent du CEM1 ou du CEM3 pour les applications structurelles en béton. Alors, quelle est la situation? Comment est-ce qu'on va continuer à réduire le taux de clinker dans le ciment? Ce qu'il faut savoir, c'est que
le laitier de haut fourneau est de moins en moins disponible. Pourquoi? Parce que là, il est lié à la fabrication d'acier. La sidérurgie a subi des restructurations, optimise ses productions et est également dans une transition qui fait qu'un jour, la sidérurgie ne fabriquera plus de laitier. Donc, cette matière qu'on utilise en Belgique depuis plus d'un siècle disparaîtra un jour. Ce n'est pas dans les 2 ans, ce n'est pas dans les 3 ans, mais d'ici, allez, à horizon 2050, on peut imaginer qu'il n'y aura plus de laitier disponible. Les cendres volantes, c'est intéressant, mais c'est lié à la fabrication d'électricité aux centrales thermiques au charbon. Et ça, elles vont disparaître d'ici très peu de temps. Les dernières centrales aux Pays-Bas vont disparaître fin 2029-2030, en Allemagne peut-être un petit peu plus tard, mais ça va aller très vite. Donc, il faut trouver d'autres types de matières. Donc, aujourd'hui, on travaille sur le développement et l'utilisation d'argile calcinée, une matière qui s'appelle, il y a toujours une petite lettre, hein, si vous avez remarqué. Donc, c'est le Q. Ce n'est pas encore présent dans la norme belge, mais on est assez conscient pour l'année prochaine, ces matières pourront être utilisables au niveau de la norme. Donc, ce qui signifie que, alors un autre élément aussi, c'est que sur les CEM2, ce sont des matières, ce sont des ciments qui existent déjà, qui sont disponibles, CEM2A. Ce qui est nouveau, qui est en train d'arriver, ce sont les CEM2C. On continue à réduire le taux de clinker dans les CEM2. Ici, un mélange avec calcaire et laitier, ici avec calcaire et argile, hein, donc les CM5, ici avec de l'argile et du laitier, hein, voire même des CM6 également, encore une fois, avec de l'argile et du laitier. Donc selon ces définitions, c'est vraiment en fonction des taux min et max d'argile, de laitier et de clinker. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux nouveaux types de ciment CEM2C, donc avec calcaire et laitier, et CEM6 avec calcaire et laitier, qui sont normalement, avant la fin de l'année, seront disponibles dans la nouvelle norme béton. Voilà, toutes les informations ont été, tout le travail a été fait, et elle devrait sortir d'ici quelques jours. La question très légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces nouveaux ciments, donc ces CM2C par exemple, est-ce qu'ils sont aussi bien que les CM1 qui disparaîtront un jour, que les CM3 qui disparaîtront un jour? Je vais vous dire, ça dépend. Euh, Chaque cimentier a ses propres caractéristiques, a ses propres détails au niveau du broyage. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de différence. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être éventuellement comment dire, un- une discussion à avoir avec son fournisseur de ciment, ou avec la centrale à béton avec laquelle on a l'habitude de travailler. Mais Julie vous détaillera un petit peu plus des impacts qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Juste pour info également, on travaille aussi sur une nouvelle matière qui est le S. Ce sont les fractions fines du béton de démolition. Donc les granulats de béton, on les recycle très bien aujourd'hui. Mais là, on réalise un projet pour pouvoir valoriser la partie fine, la partie sable, au niveau de la fabrication de ciment. Et il y a aussi un autre projet qui consiste à valoriser ces fils directement au niveau du béton. Il y a des effets un petit peu différents, mais tout ça est une évolution en cours. Si je veux juste parler du CCS, donc capture de CO2, le principe est en fait assez simple, hein. Il s'agit de capturer le CO2 qui est généré au niveau de l'usine avant qu'il quitte la cheminée, avant qu'il rejoigne l'atmosphère. Et donc, il y a des espèces de filtres qui font réagir ce CO2, le concentrent, on le met sous pression, sous forme donc plus ou moins liquide ou sous gaz, mais sous peu haute pression, concentré, pour ensuite le transporter, l'amener en général sur des bateaux pour son transport final, pour qu'ensuite il soit réinjecté sous, sous la mer, dans des endroits qui sont d'anciennes réserves de gaz, dans lesquelles, donc, ces réserves, il y avait du gaz naturel qui a été séquestré pendant des millions d'années, il a été exploité pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est vide et on peut utiliser ces gisements pour pouvoir séquestrer le CO2. Ce sont des techniques, la capture, qui sont mises en œuvre au niveau industriel depuis plus de 50 ans aux États-Unis. Par contre, ce n'était pas utilisé dans l'objectif de diminuer l'empreinte carbone des activités humaines, mais plutôt d'améliorer le rendement des puits de pétrole. Donc, c'est un petit peu c'était l'objectif. Okay, on a publié il n'y a pas longtemps un fact sheet qui explique, qui donne beaucoup plus de détails sur les différentes techniques utilisées. Je ne vais pas rentrer ici trop dans les détails.
qui est important à voir aussi, c'est que ces grands projets, ces projets massifs, c'est pas du vent, c'est du sérieux. Les cimentiers sont occupés depuis plusieurs années à définir ces projets. Holcim, un projet notamment, le projet Go for Zero à Aubourg, vous voyez donc l'ancienne usine, la nouvelle usine, et Holcim a reçu le go de son conseil, de son comité exécutif il y a quelques jours pour pouvoir démarrer ce projet. Donc c'est vraiment une première européenne, une première mondiale en fait, et ça se passe en Wallonie, donc c'est quand même assez extraordinaire. Du côté de Heidelberg Materials, donc anciennement CBR, à Antoine, il y a également un projet très solide. La différence, c'est que l'usine aujourd'hui d'Antoine est vraiment au top du top au niveau performance énergétique, environnementale. Et donc, l'objectif est d'ajouter une unité de capture de CO2. Important pour que tout ça puisse fonctionner, c'est d'avoir un réseau pour transporter ce CO2. Et à ce niveau-là, Fluxys est occupé à investir dans de nouvelles infrastructures. Question très légitime, c'est joli cette capture de CO2. Est-ce qu'on a des réserves pour le faire? Oui. Il y a différentes études qui ont été réalisées et ici je vous mets le lien vers une étude réalisée notamment il y a notamment l'ONG Bellona qui est derrière, donc ONG environnementaliste, et en fait qui donne, vous voyez ici sur cette carte, les zones géologiques qui seraient utilisables pour la séquestration du CO2, donc qui ont les bonnes caractéristiques géologiques. Donc on en a un petit peu partout en Europe, beaucoup côté de la mer du Nord, côté de la mer Baltique. On en a même en Belgique un petit peu, mais c'est tout petit comme surface. Et en rouge, ce sont les points, ce sont les projets qui sont, allez, sont prochainement opérationnels pour faire pour faire de la capture, pour faire de la séquestration de CO2. Et donc, sans rentrer dans tous les détails de l'étude, vous pourrez la lire vous-même, on estime que la capacité de stockage est supérieure à 500 ans pour tous les industriels, donc les cimentiers, les chaux-fourniers, le secteur de l'acier, pour pouvoir utiliser cette technique qui n'est pas comment dire, alors c'est une solution industrielle, mais ce n'est pas la panacée. Hein. Donc ce que je vais être très très clair, c'est que oui, il y a une expérience industrielle, oui, il y a des capacités de stockage, oui, la Belgique est super bien localisée pour faire la capture de CO2. Il y a des financements grâce à l'Union européenne et à l'Innovation Fund, et il y a 2 projets belges qui devraient être opérationnels avant 2030. Mais attention, ça coûte très cher. On estime que l'ensemble de l'investissement pour les 4 usines wallonnes producteurs de clinker, c'est 2 milliards d'euros. Hein, donc c'est costaud. Coût opérationnel, ça reste élevé. On est entre 150 et 200 euros la tonne de CO2. Consommation électrique qui n'est pas négligeable non plus. Il faut l'infrastructure qui doit être prête, hein, même si Fluxys est en cours, ce n'est pas encore prêt aujourd'hui. Et il y a toute une série de contraintes légales qui doivent être mises en œuvre. Donc, voilà. Mon message, c'est que les cimentiers travaillent à différents niveaux sur des gros investissements, mais sur de l'optimisation, je veux dire, classique industrielle du dispositif de production, sur les nouveaux ciments. Et ça, effectivement, ça va avoir un impact dans votre travail au quotidien. Et puis alors, évidemment, ces gros investissements. Donc, en synthèse, le monde change. L'industrie cimentière est prête à devenir net zéro avant 2050. Et alors, je ne peux pas vous donner un timing, je ne peux pas vous dire 2030, 2035, pour être complètement net zéro, mais ce sera avant 2050, c'est absolument certain. Les choses s'accélèrent. Et donc, voilà, la perspective que je veux vous donner, c'est qu'on va continuer à utiliser du ciment, du béton, différemment. On va construire différemment, ça on viendra un petit peu là-dessus, mais on sera toujours présent pour pouvoir réaliser les projets de construction. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Hervé pour ces explications qui parfois nous donnent un petit peu le vertige quand tu nous envoies des chiffres. On va passer la parole immédiatement à Julie. Oui, on voit que les premières questions arrivent, n'hésitez pas. Je pense que maintenant tout le monde a compris qu'il y avait une section dédiée pour les questions auxquelles les réponses seront fournies d'ici une demi-heure. Voilà, ça fonctionne, c'est parfait.
Oui, ça fonctionne. Merci, Jonathan. Merci à Hervé aussi pour cette belle introduction. Donc, je vais me permettre moi-même de revenir, mais très rapidement, sur cette roadmap qu'a présentée Hervé, donc la roadmap de l'industrie cimentière à l'horizon 2050. Donc, et revenir en particulier sur un des 5 leviers qu'il a présenté, donc un des 5 C, qui est le ciment. Et je vais rentrer un petit peu plus en détail, je vais en profiter de parler de notre projet NEOSEM, donc un projet qui nous occupe pas mal, qui vise à évaluer, à vérifier de manière assez collective pour le secteur l'aptitude à l'emploi de ces nouveaux ciments belges qu'Hervé a présentés. Donc, on parle ici des ciments CM2, CM dans un premier temps, CM6, Hervé en a parlé, donc avec comme addition minérale du clinker, il en reste toujours un petit peu, mais aussi ici du laitier de fourneau et des filaires calcaires, des calcaires qui ne sont pas toujours aussi nobles qu'avant, ça peut être des calcaires qui contiennent une certaine fraction de dolomie également. Hervé l'a dit aussi, dans un second temps, on s'intéressera aussi à d'autres ciments ternaires qui contiennent des argiles calcinées notamment. Et plus tard, on commence à y travailler des ciments ternaires qui contiendront aussi des fines de béton recyclés. Alors, ça n'a peut-être pas été dit, mais ce projet NEOSEM est coordonné par le CRIC, donc un partenaire, un centre de recherche à créer pour l'industrie cimentière. Et nous collaborons aussi avec le CRR, qui est le centre de recherche routière. Alors, la philosophie que l'on suit, on suit ce qui est repris dans la norme MBNB 1500. Donc, on a la chance, pour le contexte belge, d'avoir cette norme qui date d'il y a juste quelques années, qui permet une sorte d'approche performantielle. Donc, c'est-à-dire que les performances des nouveaux bétons, ici avec ces nouveaux ciments, sont comparées à des bétons qui sont formulés avec des ciments couramment utilisés en Belgique, donc des ciments de référence. On parle ici du CEM1, le ciment Portland toujours, mais aussi essentiellement le ciment CEM3A au laitier de fourneau. Donc, il y a eu évidemment des très larges campagnes d'essais qui ont été réalisées en laboratoire dans les 3 centres agréés pour évaluer les performances des bétons formulés avec ces différents ciments, ces nouveaux ciments, et définir ainsi en quelque sorte les conditions d'utilisation de ces ciments, implémenter le plus rapidement possible, Hervé l'a dit, les résultats et les conclusions dans les normes ad hoc, dans les normes béton. Donc, je vais ici parcourir quelques questions qui se posent pour l'usage de ces différents ciments. Donc, peut-être d'abord 2 premières questions dans le chef des prescripteurs, donc savoir quelles classes de résistance peuvent être atteintes avec ces ciments, pour quelle application également est-ce qu'on peut prescrire ces nouveaux ciments. Et alors, 2 questions peut-être plutôt liées au travail de nos membres, les entrepreneurs, travail sur chantier. Donc, quel est l'impact éventuel de ces nouveaux ciments sur la mise en œuvre, sur la fluidité des bétons et l'impact également éventuel sur les durées de cure qu'il faut appliquer. Donc, pour rappel, on entend par durée de cure la durée minimale de protection du béton contre sa dessiccation, donc contre l'évaporation de l'eau de gâchage. Donc, cette première question au niveau des classes de résistance. Donc, je vous montre ici un exemple de résultat parmi d'autres. Donc, c'est ici pour le béton de type T055, donc qui est adapté pour un environnement extérieur avec gel mais sans pluie. On a ici les résistances à la compression à 28 jours qui sont mesurées sur des cubes de manière classique en laboratoire de 15 cm de côté. On constate que les résistances sont par rapport à nos ciments de référence qui sont sur la gauche du graphe. Les ciments de NEOSEM présentent des résistances légèrement plus faibles, mais qui sont encore tout à fait acceptables par rapport à la qualité de béton visé. Notons déjà ici qu'en principe, en production industrielle, les compositions de ces ciments pourront être légèrement différentes que celles qui sont choisies ici pour les besoins de la recherche, qui sont finalement plutôt à la limite ici les plus
défavorable des plages de composition qui sont définies dans les normes ciment. Un exemple, pour les ciments CEM6, on pourrait s'attendre à ce que la teneur en clinker soit légèrement plus élevée que les 35% qui sont indiqués ici. Une autre question, pour y répondre, bien dans le cadre du projet NEOSEM, on a aussi réalisé pas mal d'essais de vieillissement accéléré en laboratoire pour vérifier, pour évaluer la durée de vie des bétons formulés avec ces nouveaux ciments et pouvoir cibler ainsi au final les applications potentielles et éventuellement, pourquoi pas, fixer certaines limites pour les environnements les plus sévères, les environnements les plus agressifs. Donc, par exemple, pour évaluer les risques de corrosion des armatures dans le béton armé, on a vérifié d'un côté la résistance à la carbonatation des bétons. On a évalué aussi la résistance à la diffusion ou à la migration des ions chlorure. Donc, les ions chlorure vont être amenés par des sels de déverglaçage, pouvant aussi être présents dans des environnements marins. On a également évalué, entre autres, la résistance au gel-dégel, au cycle de gel-dégel, qu'on a évalué soit par des mesures de perte de matière écaillée, c'est ce qu'on voit ici sur la photo de droite, soit par évaluation de ce qu'on appelle les dégâts internes. À titre d'exemple, je vous donne ici des résultats qu'on a obtenus via l'essai de résistance à la carbonatation. Donc, c'est un béton ici de type T050 qui est adapté pour un environnement extérieur avec gel et pluie. Les profondeurs de carbonatation sont ici mesurées à différentes échéances. Donc ici, après 28 jours et 56 jours d'exposition dans une cellule de carbonatation accélérée qui fonctionne à 1% de CO2. Comme attendu, on le voit à gauche, le béton à base du ciment Portland, le ciment CEM1, se comporte très très bien vis-à-vis de la résistance à la carbonatation. C'est connu. Pour les ciments NEOSEM, eh bien, les profondeurs de carbonatation, comme on le voit ici, se situent finalement de part et d'autre de celles que l'on a pu mesurer pour l'autre ciment de référence, qui est le ciment CEM3 au laitier de fourneau. Et ces valeurs de carbonatation, de profondeur de carbonatation, restent tout à fait dans les tolérances qui sont admises dans la norme d'évaluation. Donc, pour rappel, qu'elle est à NBN B1500. Alors, ces résultats et bien d'autres, il y a toute une base de données que l'on a pu obtenir dans le cadre du projet NEOSEM. Tous ces résultats sont utilisés pour compléter les tableaux d'aptitude à l'emploi des ciments qui sont repris dans l'annexe nationale belge de la norme béton, la NBN B15001. Donc, on voit ici un projet de révision donc, qui se finalise, qui est en cours d'homologation. Donc, ce sont des tableaux assez intéressants qui spécifient pour chaque classe d'environnement, vous voyez E1, E2, etc. Pour chaque classe d'environnement, ce tableau spécifie si un ciment est apte ou non à être utilisé, et éventuellement sous certaines clauses restrictives. On prend l'exemple du CEM1, qui est la première colonne. Lui, il est reconnu depuis de nombreuses années pour être apte dans l'ensemble des environnements classiques pour le contexte belge. Pareil pour le CEM3A. La proposition qui est faite actuellement pour nos nouveaux ciments NEOSEM, donc les CEM2, CM et les CEM6, vous voyez ici les cadres en rouge qui apparaissent. Donc cette nouvelle proposition indique que ces ciments conviennent finalement pour la plupart des environnements, à l'exception de quelques environnements plus sévères, plus agressifs. Donc vous voyez les cases en orange, donc les classes d'environnement ES3 et ES4, qui sont des environnements où le béton est en contact avec l'eau de mer, et deux autres classes d'environnements plus agressifs, EA2 et EA3, qui concernent des environnements à moyenne, voire forte agressivité chimique. Donc, pour ces applications, la norme ne dit pas que les nouveaux ciments sont aptes, mais dit que c'est quand même possible de les utiliser dans ces 4 classes d'environnement plus agressives, mais à condition de prouver cette aptitude spécifique à l'emploi via des campagnes d'essai complémentaires de la même manière que l'on l'a réalisé dans le cadre du programme NEOSEM.
Autre question, donc plutôt pour nos membres entrepreneurs, on peut aussi s'interroger sur l'impact éventuel que peuvent avoir ces nouveaux ciments sur la mise en œuvre du béton et sa consistance, sa fluidité. Donc, j'ai choisi pour y répondre de vous présenter ces résultats d'essais d'étalement à la table à secousse. Donc, ce sont des résultats d'essais d'étalement pour des mortiers qui ont été préparés de manière normalisée selon la NBN EN 196.1. Tous les mortiers présentent un rapport au ciment de 0,5. Et la bonne nouvelle, vous voyez ici, les mortiers qui sont préparés avec les nouveaux ciments, plutôt sur la droite, donnent un étalement qui est semblable, voire même supérieur que l'étalement qu'on a pu obtenir avec les ciments de référence qui sont sur la gauche. Donc, ça témoigne en quelque sorte d'une demande en eau qui est plus faible pour ces nouveaux ciments. Ça a été confirmé également lors de la confection des bétons laboratoires qui n'ont pas finalement nécessité d'augmenter le dosage en superplastifiant pour atteindre la classe de consistance que l'on s'était visée. Donc, a priori, on ne doit pas attendre des soucis particuliers sur nos chantiers. En principe, en plus, c'est plutôt la centrale à béton qui est responsable pour livrer un béton de consistance spécifiée et un béton qui sera idéalement ouvrable pendant un délai suffisant et certainement dans le cas où le béton sera porteur du label de qualité volontaire BNOR. En tout cas, ce qu'on recommande la plupart du temps, c'est que dès l'arrivée du béton sur chantier, de temps en temps, on recommande d'effectuer un essai d'affaissement au cône d'Abrams, comme on le voit ici. C'est un essai relativement simple, hein. Il faut un cône, une tige, une surface suffisamment plane et on réalise cet essai d'affaissement. Si on constate a posteriori que le béton est un peu trop sec, ne jamais ajouter de l'eau, je le rappelle, mais on pourra corriger éventuellement la fluidité en ajoutant une dose de plastifiant ou de superplastifiant. Donc, ça pourra se faire sous la responsabilité de nouveau de la centrale à béton. J'en profite pour faire un petit rappel. Dans la dernière version de la norme NBNB 15001, c'est ajouté une nouvelle option donc, qui permet de spécifier non plus uniquement une classe de consistance comme on le faisait dans le passé, mais aussi cette fois-ci une valeur cible d'affaissement. Donc ça évite finalement d'utiliser des terminologies qui n'étaient pas forcément normalisées du type petit S4, grand S4. On va pouvoir maintenant spécifier des valeurs un peu plus cibles. Donc par exemple, une valeur d'affaissement de 280 mm qui sera bien adaptée pour un béton, des éléments en béton qui sont destinés à être peu vibrés. Et pourquoi pas une valeur d'affaissement cible un peu plus élevée, 210 mm, comme on le voit dans le tableau ici, qui serait tout à fait adaptée pour un béton, pour un dallage ou pour une couche de compression, par exemple. La dernière question que je souhaitais aborder, c'est se poser la question, est-ce qu'on a besoin, comment finalement adapter les durées de cure avec ces nouveaux ciments? Donc la norme NBN B15 400 cette fois-ci, qui a trait à l'exécution du béton sur chantier. Classe, il faut savoir qu'elle classe les ciments et les bétons en fonction de l'évolution de leur résistance au cours du temps. Donc c'est ainsi qu'une cure plus courte sera autorisée pour un béton qui présente une évolution plutôt rapide, alors qu'une cure plus longue sera nécessaire évidemment pour un béton qui présente une évolution plus lente. Les essais complémentaires réalisés dans le cadre du projet NEOSEM ont permis de compléter le tableau de la norme NBN B15 400. Donc c'est de nouveau une proposition en cours d'homologation et on a pu associer grâce au projet des classes moyennes ou lentes pour ces nouveaux ciments CM2, CM et CM6. Vous voyez ici dans le tableau les cadres rouges. Donc finalement des évolutions assez semblables à ce qui était proposé pour le ciment que l'on connaît très bien sur les chantiers, le ciment CM3A. Ça permet ainsi de se référer à un autre tableau de la norme NBNB 15400 pour en déduire cette fois-ci les durées de cure qui sont d'application pour les nouveaux ciments. Donc, on les voit ici pour des évolutions moyennes à lentes.
Des durées de cure qui sont évidemment fort variables en fonction des conditions ambiantes, donc en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la température, en fonction de l'humidité de l'air. Et par exemple, pour les conditions les plus favorables, on voit qu'un délai de 2 voire 3 jours suffit pour assurer une bonne cure du béton sur le chantier. Les moyens de cure qui sont habituellement conseillés restent les mêmes, évidemment. Donc, on peut soit laisser le coffrage en place, on peut appliquer des bâches ou des toiles de protection. À droite, vous voyez qu'on peut aussi pulvériser avec de l'eau ou avec un produit de cure, qui soit coloré ou non. Alors, évidemment, à côté de toutes ces solutions avec les nouveaux ciments bas carbone, les ciments zéro carbone, les géopolymères, il y a d'autres solutions, évidemment, qui existent pour limiter l'impact environnemental de nos ouvrages en béton. Hervé en a déjà listé pas mal. L'exposé qui suivra de la part de la société Eloi donnera tout un panel aussi de solutions possibles. Moi, je voulais simplement revenir sur un exemple assez simple qui est d'utiliser des granulats recyclés qui sont ici issus du concassage de déchets inertes de démolition. Donc, ça ne vise pas, dans ce cas-là, à diminuer directement l'empreinte carbone, les émissions de CO2 dues à la production de béton, mais l'objectif est autre, qui sera plutôt de préserver à ce moment-là nos ressources de granulats naturels. Donc, on a d'un côté, on fait la distinction entre les plus gros gravillons recyclés, donc avec une taille de grain au-delà de 4 mm. Ces gravillons plus grossiers, sachez-le, ils sont déjà autorisés dans la norme NBN B15001, qui définit, je ne rentre pas ici dans les détails, mais qui définit 2 niveaux de qualité. Qualité A+, pour les concassés de béton, qualité B+, pour les concassés de béton et de maçonnerie, avec en plus des taux admissibles de substitution des gravillons naturels par ces gravillons recyclés, des substitutions qui peuvent aller jusqu'à 30% en fonction de l'application visée. Pour le sable, c'est une toute autre histoire. Ça prendra encore un tout petit peu de temps, mais vu la pénurie annoncée pour les sables naturels, il est grand temps d'y travailler. Donc, on vient de démarrer avec nos partenaires habituels, CRR et CRIC, un projet prénormatif qui porte l'acronyme RESICEND, dans le cadre duquel on souhaiterait également fixer des exigences pour ces sables et permettre aussi de substituer une partie du sable naturel par le sable recyclé. Je prends rapidement comme exemple, vous avez peut-être déjà entendu, mais l'exemple du chantier ZIN, donc, qui concerne la réhabilitation des tours WTC dans le quartier nord de Bruxelles. Donc, pour la réhabilitation de ces tours, une partie de la fondation et aussi les 2 noyaux centraux ont été conservés. Le reste du béton, il a été démoli, trié et envoyé vers un centre de recyclage, donc pour la production de granulats de béton de qualité A+, dont je vous parlais juste avant. Et ces granulats sont réinjectés dans une nouvelle production de béton qui est livrée à nouveau sur le chantier pour reconstruire les tours. Vous voyez que la boucle de l'économie circulaire est bouclée avec ce constat intéressant que l'impact environnemental est d'autant plus réduit pour ce projet-ci que les partenaires sont choisis pour se trouver dans un périmètre extrêmement limité avec des distances de transport qui ne dépassent pas 15 km. Et donc, il y a pas mal de dallages, comme on le voit ici, qui ont été réalisés avec ce béton circulaire qui intègre environ 30% de granulats recyclés en substitution des granulats naturels. Voilà, j'en termine avec simplement vous conseiller un peu de lecture si ça vous intéresse. Donc, le guide pratique que vous voyez ici sur la gauche, qui traite de pas mal de solutions de béton circulaire et surtout de l'application pratique pour les projets. Et de guides sur la droite, au milieu à droite, des guides pratiques, guides techniques plutôt pour l'usage de granulats recyclés. Et j'aime bien encore parler de temps en temps de l'application LabBéton, qui est un outil d'aide à la spécification du béton. Donc, on répond à quelques questions sur le projet en question et ça fournit une fiche de spécification du béton qui devrait idéalement être commandée pour le projet. Si vous n'avez pas encore utilisé l'application, je vous encourage à le faire, si ça rentre dans vos activités en tout cas. Et n'hésitez pas, donc c'est un outil entièrement gratuit, n'hésitez pas à nous faire un retour, ce sera le bienvenu pour continuer à améliorer l'outil. Voilà, peut-être été un peu longue, j'ai terminé. Merci beaucoup. Parfait.
Parfait, merci, merci aussi pour cette présentation parfaitement étayée. Oserais-je dire comme d'habitude, hein, mais qui tend, c'est certain, à nous donner confiance et à nous rassurer pour l'avenir et d'ailleurs pour nous continuer à nous donner foi en l'avenir de ce secteur. Eh bien, maintenant, nous attendons avec une certaine impatience, certainement, le retour d'expérience de Éloi via Monsieur Azibi. Ça fonctionne parfaitement. À vous la parole. Parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, premièrement, excusez-moi pour ma voix, mais je pense que le marché de Noël de ce week-end en aura eu raison. Donc, donc voilà, j'espère que ça sera quand même, ça passera bien quand même à l'antenne, entre guillemets. Merci Julie, merci Hervé pour vos présentations. C'est intéressant de voir effectivement que toute la chaîne se met en mouvement. Euh, Moi ici, le but, c'était vraiment peut-être d'illustrer une mise en pratique entreprise générale et active dans le béton. Donc, c'est peut-être illustrer une mise en pratique alors effectivement de toutes ces tendances voilà, pour décarboner l'industrie et plus particulièrement le béton. Peut-être juste quelques mots, je suis conscient du timing et donc je vais essayer de faire vite, mais juste quelques mots avant de vous parler très concrètement donc, de circulaire ou de carbone. Euh, En quelques mots, donc, la stratégie de développement durable des lois, en fait, elle est partie du constat, je dirais, il y a 3 ans. Donc, il y a déjà des tas de choses qui étaient faites avant. Je dirais, il y a 3 ans, on a vraiment eu la volonté de structurer notre approche durable, en se disant que, voilà, en tant qu'entreprise dans la construction, on avait notre part de responsabilité. Et donc, on voulait vraiment être un acteur pour pouvoir fournir des solutions, je dirais, à nos clients, à nos fournisseurs ou autres, en termes de développement durable. Alors, partant de ce constat-là, on a établi une feuille de route, qui était une feuille de route à 5 ans, 2022-2027, je dirais, qui partait finalement de notre culture d'entreprise, qui a été résumée, hein, donc c'est une culture qui existait déjà avant, mais sur laquelle on a mis, je dirais, des mots. Donc, c'est l'envie de bien faire pour tous, donc c'est forcément pour nos clients, nos collègues, mais également pour l'environnement et pour les communautés dans lesquelles on opère. Ça, c'est notre raison d'être qui est concrétisée, je dirais, par nos ambitions à l'horizon 2027, qu'on résume chez nous en 0, 30, 100, pour aller vite. Donc, c'est zéro accident pour l'homme et l'environnement. Voilà, on le sait, en tant qu'entreprise de la construction, ben, ce sont des métiers difficiles, des métiers accidentogènes, mais aussi des métiers pour lesquels on a des risques d'infraction, par exemple, les permis environnementaux, on a des risques de pollution liés, par exemple, à des fuites d'hydrocarbures sur chantier ou ce genre de choses. On va vraiment essayer de viser zéro accident pour l'homme et l'environnement. Le 30, il va plutôt être lié à la réduction de notre impact environnemental. On va essayer de viser une réduction de 30% de notre impact par rapport à la baseline de 2021. J'y reviens dans un instant. Et 100, c'est pour la 100% de performance business, satisfaction client, satisfaction de nos collègues, etc. Je n'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail, mais clairement, sous le 0, le 30 et le 100, je dirais, on a décliné toute une série d'objectifs de KPI opérationnels dans tout le business pour piloter et gouverner un peu ces stratégies. Euh, alors, juste simplement pour illustrer, donc sous le 30% de réduction d'impact environnemental, aujourd'hui, au vu des métiers et des lois et de leviers d'action, je dirais, on a défini trois grands axes de réduction d'impact. Donc, on vise à l'horizon 2027 30% de circularité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les matières qu'on achète, tout volume confondu, on vise à l'horizon 2027 que 30% soit à base de recyclé. Donc effectivement, on est déjà nous aussi à la source, parfois sur certaines matières via nos centres de recyclage. On va également viser la réduction de déchets de chantier, etc. Donc la circularité, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est forcément, on ne peut pas passer à côté, la réduction de notre empreinte carbone. Donc là, on va viser la réduction de 30% de CO2 par rapport à 2021. Et le troisième axe environnemental, c'est de réduire, alors c'est peut-être un peu moins facilement définissable, mais de réduire l'impact de nos constructions sur les écosystèmes. Donc, ce qu'on regroupe là-dedans, c'est typiquement l'impact sur la biodiversité. Voilà, quand on vient construire un nouveau bâtiment, qu'on vient artificialiser les sols, l'impact potentiellement sur l'écoulement des eaux et les nappes phréatiques. Donc ça, en fait, sont les trois grands axes, je dirais, environnementaux, la circularité, la réduction de CO2 et les écosystèmes. Et donc, tout naturellement, en tant que
je le disais, entreprise dans la construction, on a nos centres de recyclage inerte, on a nos centrales à béton. Forcément, pour nous, la thématique du béton, c'est le touche aux deux premiers axes, très certainement. Donc l'aspect circulaire et l'aspect CO2. Donc c'est pour ça qu'on se penche de manière plus pointue sur ces deux aspects. Et donc, voilà, très concrètement, par rapport à l'aspect circularité, je disais, et ça a été dit avant la présentation, effectivement, les ressources naturelles se raréfient. Et donc, il est important, et voire même obligatoire, d'aller vers plus de circularité dans la construction. Il y a déjà énormément d'initiatives. Il faut savoir que pour nous, aujourd'hui, les bétons circulaires font du bien à la planète, mais aussi font du bien au portefeuille parce qu'on arrive à les produire de façon moins onéreuse que les bétons standards. Je dirais que c'est vraiment un win-win. Très rapidement ici, je crois que le béton circulaire a déjà fait l'objet de beaucoup de présentations. Et donc, juste simplement pour rappeler finalement comment Eloi fait sa part dans cet axe-là. Mais hier, ça se fait déjà partout depuis bien longtemps. Donc, on a aussi, nous, notre centre d'installation, donc de recyclage d'inertes, qui existait auparavant, donc qui produit plus ou moins 100 000 tonnes par an. Typiquement, voilà, on recycle du béton pour des applications plutôt basiques, typiquement sous fondation, par exemple. Ça, c'était ce qu'on faisait déjà hier et ce qui se fait partout. Alors aujourd'hui, chez Eloi, donc, on avance finalement pour essayer de valoriser au mieux les recyclés. Et donc, on a ouvert un deuxième centre qui permet de monter en capacité aujourd'hui à 200 000 tonnes par an de matières recyclées, mais on va essayer de viser des applications plus de valeur ajoutée. Voilà. Aujourd'hui, on fournit donc des empierrements stabilisés, des sables stabilisés, recyclés, et des bétons maigres recyclés. Donc, on essaie de monter en termes d'application plutôt que ce qu'il faut, par exemple. Et demain, on travaille comme le reste de l'industrie, mais on travaille demain, encore une fois, à monter dans cette échelle de valeur pour arriver à fournir des bétons riches recyclés, des bétons bénors recyclés. Donc, on va vraiment essayer de viser finalement tout type d'applications, y compris les applications en béton structurel. Voilà, on est en cours. Je dirais 2024, c'est vraiment l'année dans laquelle on vise d'avoir le bénor sur nos centrales à béton recyclé. Je passe assez vite là-dessus. Alors, l'approche circulaire, effectivement, sur le produit, elle est importante, mais aussi peut-être dans sa mise en œuvre, dans la réflexion générale. Juste ici, pour illustrer, c'est notre installation autorisée à Bierzet, qui est vraiment une plateforme dédiée à la circularité chez nous. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de regrouper 3 activités complémentaires en termes de matières premières pour la construction. Et donc, on va retrouver un centre de regroupement de terre qui va nous permettre également de séparer les fractions pierreuses, un centre de concassage et de recyclage d'inertes qui va également récupérer les fractions pierreuses criblées depuis les terres. Et la troisième activité, c'est l'activité béton qui va permettre voilà, de faire vraiment circuler cette matière pour un maximum de valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, ce centre, il est certifié CO2+, et End of Waste. Il nous permet de capter et de générer pas mal de volume de matières premières recyclées. Ça nous permet également aussi d'avoir une réflexion plus générale sur diminuer le nombre de camions à vide, par exemple. Donc, un camion qui vient avec des terres peut repartir avec des granulats, ce qui indirectement aussi fait baisser les émissions de CO2. Donc, voilà un exemple par rapport à la circularité. Par rapport au béton bas carbone, très clairement, chez nous, nous ne sommes pas cimentiers, nous n'avons pas l'ambition de devenir cimentiers. Par contre, en tant que bétonnier, je dirais que notre rôle, c'est vraiment d'essayer de fournir des recettes avec le plus faible impact CO2. Donc aujourd'hui, on a fait notre bilan carbone au sein d'Eloi, toute activité confondue, que ce soit construction ou traitement de l'eau pour nos produits. Le béton, à lui seul, représente 25% de notre CO2. Ça, c'est scope 1, 2, 3. Et donc, je le disais, on a aussi l'ambition de réduire notre impact CO2 de 30% à l'horizon 2027. C'est important pour nous de pouvoir agir maintenant. Et donc, on se réjouit de voir la feuille de route de la FEBELSEM. On regarde ça vraiment de très près. Mais notre but aujourd'hui, c'est de trouver la meilleure solution technologique aujourd'hui et d'essayer de les mettre en œuvre. Et forcément, on regarde bien sûr l'évolution, toujours essayer de trouver les meilleures solutions du moment. Donc, par rapport à ça,
Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc on a deux parties de notre business, construction et traitement des eaux, où on fait des solutions préfabriquées, c'est ce qu'on image ici, pour des cuves d'épuration de l'eau. Et donc, je le disais, notre but à nous, c'est vraiment de travailler sur les meilleures solutions disponibles du moment. Et donc, typiquement, dans nos fabrications, dans nos usines, aujourd'hui, préfabrication, on utilise toujours du CM1 pour des raisons de robustesse du produit et aussi de temps de production, de cycle de production. Et donc voilà, par exemple, là, forcément, on s'oriente vers du CM3A, du CM5. Rien qu'en changeant le ciment dans notre recette, on arrive, je dirais, à notre objectif de moins 30% CO2 par cuve produite. L'autre partie du business qui utilise fortement du béton chez nous, c'est son centrale à béton avec le béton prêt à l'emploi. Alors là, aujourd'hui, c'est un peu le standard dans l'industrie belge, hein. Donc on est CM3A. Et donc en attendant ce qui arrivera en 2030, en 2050, comme Hervé a pu le présenter sur la roadmap, je disais, c'est important pour nous aujourd'hui d'identifier les meilleures solutions et d'agir tout de suite. Et donc, on est rentré, ça fait 2 ans maintenant qu'on est rentré en partenariat avec une société française qui s'appelle Hoffman Green Cement pour essayer de remplacer dans certaines applications le CM3A par leur ciment qui s'appelle du HKR, qui en fait nous permet déjà, par rapport au CM3A, en moyenne en fonction des recettes, mais de gagner 25% de CO2 par mètre cube de béton. Voilà, c'est principalement un ciment, c'est un ciment zéro clinker en fait. C'est un ciment base de métiers de fourneau et de jeux polymères sur lesquels donc, on a travaillé. Bon, je pourrais en dire un petit peu plus là-dedans, mais je dirais donc Hoffman, en quelques mots, c'est pas un nouveau venu sur le marché français en tout cas. Et on a fait des tests en 2022-2023, on arrive aujourd'hui à avoir des performances équivalentes sur certaines applications. Donc on continue à développer tout ça. Donc voilà, juste quelques exemples hein, de chantiers de tests euh, qu'on a pu faire. Forcément, 2022-2023, on a fait des tas de tests dans le labo. D'abord, on allait visiter les chantiers à l'international qui ont déjà été faits. On l'a testé sur quelques chantiers pilotes chez nous, comme vous pouvez le voir ici, sur le remplissage de prémurs, sur des voiles. Voilà, on ne fait pas encore aujourd'hui des bétons dans les bâtiments 100% avec ce type de béton. On essaie vraiment de monter en puissance. Alors, désolé, ça va très vite. J'espère pouvoir prendre quelques questions éventuellement pour après. Mais donc, quelle est la suite, en fait, pour vous donner à ça? Donc, je le disais, nous, notre but, c'est d'utiliser les meilleures techniques et d'essayer de les développer pour les massifier, faire adopter de manière la plus massive possible. Et donc, voilà, pour nous, l'objectif, c'est que dès 2024, on pourra commercialiser à la fois des bétons bas carbone comparé à celui fait avec du CM3A. On sera prêt donc, dès début 2024 et à la fois aussi des bétons à partir de granulats recyclés. On a aujourd'hui monté en compétence pour déjà pouvoir rapprocher le marché. Mais donc c'est un marché pardon, qui est naissant, c'est sûr. Il y a des tas de choses à modifier. On n'est qu'un maillon de la chaîne, hein, donc il faut travailler très clairement avec la FEBELSEM, travailler avec Buildwise, qui build avec tous les autres, pour essayer de débloquer à la fois l'aspect technique, valider toutes les applications, mais l'aspect réglementaire aussi, très important, forcément. Euh, et monter comme ça, je dirais, projet pilote après projet pilote pour donner confiance au secteur et pouvoir massifier ces solutions qui ont un impact un peu moindre, on l'espère, sur l'environnement. Voilà, merci à vous. J'espère qu'il restera du temps pour les questions. Merci aussi, c'est parfait, c'est parfait. Il est tout juste midi et nous avons quelques questions. Peut-être on peut rester ensemble, Monsieur Azibi, pour la première question qui concerne celle de l'accessibilité, hein, pour résumer. Et vous êtes certainement bien placé pour en parler. Le prix du ciment et du béton ne cesse d'augmenter, hein, ça c'est le constat qui est posé, mettant en risque l'accessibilité du logement. Entrevoit-on une baisse ou une stabilisation grâce à ces initiatives de décarbonatation? Alors, j'ai entendu à un moment dans votre présentation que c'était possible. Donc, je vous laisse réagir à cette question. Alors bon, c'est une grande question, en effet. Je pense, enfin, voilà, il y a différentes tendances. Aujourd'hui,
en tout cas chez nous, par rapport aux produits avec granulats recyclés, on arrive à se positionner légèrement en dessous du prix du produit noble. Par contre, on met toujours du ciment dans nos recettes. Et donc, on est fortement dépendant, bien sûr, du prix du ciment. Je crois que M. Camerlin est bien placé, bien mieux placé que moi pour en parler. Effectivement, les quotas CO2 simplement de nous faire monter. Le prix de l'énergie augmente et donc on s'attend très clairement à une montée du prix du clinker, pour être simple. Donc nous, l'idée aussi, et je le dis, donc on regarde vraiment tout ce qui se passe dans l'industrie pour voilà, 2030-2050, toujours utiliser ce qui se fait mieux. Aujourd'hui, les solutions, par exemple avec du Hoffmann qui utilise zéro clinker, sont légèrement plus chères, mais on espère que je dirais, dans les 3 à 5 ans, on arrivera à passer en dessous en fait, d'un prix du ciment, que ce soit le CM3A par exemple, et donc arriver à fournir à la fois une solution avantageuse pour le CO2, pour l'environnement, aussi avantageuse d'un point de vue financier. Aujourd'hui, il est vrai qu'on se situe, avec la solution qu'on a choisie, on se situe légèrement au-dessus. Euh, voilà. Il faut aussi rappeler, c'est que potentiellement, ben, nous, on ne peut pas encore utiliser ce type de béton sur toutes les applications béton d'un bâtiment. Et donc, finalement, le surcoût sur l'enveloppe totale du gros œuvre, le surcoût est inférieur à 2%, quoi, je dirais. Proportion gardée, quoi, hein. C'est un surcoût, effectivement, pour l'utilisateur final. D'accord. C'est peut-être juste de mon côté, mais juste au moment de la dernière phrase, on a eu un problème de son au moment de l'information capitale du surcoût. C'est peut-être fait Pardon, exprès, mais excusez-moi. Non, c'était pas fait exprès, mais voilà. Donc, je disais aujourd'hui, avec la solution Hoffmann qu'on propose, on est légèrement au-dessus en termes de prix par rapport à un mètre cube de béton avec du C3A. Mais on espère en effet qu'avec la tendance à la hausse, le béton Hoffmann n'a pas de clinker et donc le prix reste, dépend forcément du prix du laitier, mais qui est relativement stable aujourd'hui. Donc, on espère que dans les 2-3 prochaines années, ben voilà, arriver à se positionner aussi de manière concurrentielle d'un point de vue prix. d'accord, merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Cameralin souhaiterait apporter sa pierre à l'édifice de cette réponse? Alors, j'ai pas beaucoup d'éléments à donner sur l'évolution du prix du ciment, évidemment, hein. Ça reste très indépendant, mais c'est clair que les investissements qui sont prévus, bah, c'est clair, font que le ciment va vraisemblablement pas baisser de prix. Je pense que la tendance et ce que nous on encourage, et je pense que c'est ce qui est encouragé partout, c'est d'utiliser les bons matériaux au bon endroit avec le plus de sobriété possible. Donc, je pense que tout part plutôt de la conception, évidemment. Donc, c'est vrai que les entrepreneurs n'ont pas forcément un levier important là-dessus. Mais donc, je pense que voilà, c'est concevoir des bâtiments avec plusieurs vies, des bâtiments qui peuvent être réutilisés. Dans ce qu'il y a aujourd'hui, bah, pouvoir réutiliser un maximum, recycler un maximum de choses. Et je pense que l'atout pour les entrepreneurs, c'est de se positionner là-dessus, c'est d'effectivement arriver à être efficace et arriver à être le plus performant possible avec cette nouvelle façon de construire. D'accord, parfait. Sur un autre domaine, ben, il y a bien sûr, Hervé, des inquiétudes qui sont exprimées quant à la capture et au stockage du CO2 au sujet de fuites possibles ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est analysé? Ben, c'est certainement quelque chose qui est venu à l'esprit de beaucoup de gens, mais est-ce qu'on a un peu plus Alors, d'éléments là-dessus? en fait, le retour d'expérience qui existe sur la séquestration du CO2, ça a commencé dans les années 70 aux États-Unis pour améliorer le rendement des puits de pétrole et je dirais c'est surveillé. Il y a des études depuis longtemps. On le fait également en Norvège, également toujours lié au secteur pétrolier, hein. Mais donc, il y a quand même un retour d'expérience important qui montre que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de fuite importante qui a été constatée. Maintenant, c'est comme pour tout, il faut rester humble, hein, dire que c'est parfait, que c'est la solution miracle. Ça doit être, voilà, il faut rester une certaine humilité, il faut garder une certaine humilité. Mais de manière générale, le gaz naturel que l'on exploite aujourd'hui, avec lequel on se chauffe, c'est un gaz qui a été séquestré pendant des millions d'années, qui a été créé de manière fossile et qui est resté là des millions d'années. Si on ne l'avait pas pompé, il serait toujours là. Là où on veut remettre le CO2, c'est justement à ces endroits-là. Et donc je dirais,
physiquement, il n'y a pas de raison qu'il puisse y avoir des chutes. Il est à telle pression à 1 kilomètre de profondeur, il reste liquide et donc il bouge pas. Mais je peux pas vous dire qu'on a des années d'expérience de séquestration de CO2 pour l'industrie cimentière et autres. C'est clair que ce serait malhonnête de le dire, mais en tout cas, et c'est partagé par beaucoup d'ONG, notamment l'ONG Bellona, que voilà, il y a un retour d'expérience suffisant. Et d'ailleurs, dans le rapport du GIEC également aussi, il est quand même affirmé que il y a alors, il parle toujours en probabilité de chance, hein, mais que il y a quand même une probabilité très très forte que le CCS, la capture, la séquestration du CO2, soit une solution viable pour les 9000 prochaines années. Donc voilà, ils font ce genre de choses. Donc ça se trouve, tout ça est assez précis et il y a des scientifiques euh, indépendants, pas liés à l'industrie, qui ont pu travailler sur ces domaines-là. Mais encore une fois, pour l'industrie, c'est un des outils pour décarboner. C'est pas la solution miracle, c'est pour une moitié, voilà, pour une moitié de ce qui reste à faire comme effort. D'accord, c'est plus clair et ça a le mérite d'être très honnête, je pense. Ce qui est moins clair pour un de nos spectateurs, c'est à l'horizon 2050, c'est-à-dire, imaginons que l'objectif soit respecté, et c'est tout ce qu'on souhaite, de neutralité carbone, mais qu'en est-il des émissions liées au clinker qui, malgré tout, existera encore en 2050? Comment on compense les émissions liées à ce Mais justement, avec la clinker? capture de CO2, c'est la seule façon. C'est la seule façon, justement. En fait, pour la fabrication du clinker, il y a des émissions de CO2 qui sont liées au combustible. Ça, on peut imaginer de les éliminer complètement si on a un combustible biomasse ou si on part un jour à l'électrification. Mais par contre, effectivement, il y a une partie chimique. On n'arrivera pas à éliminer. Donc, même si on baisse le taux de clinker, et je pense qu'il y a une volonté, et dans certains cas, on peut l'avoir à zéro, on pense qu'en moyenne, on en aura toujours un peu besoin. On aura toujours besoin d'un peu de clinker, et il y aura toujours des émissions chimiques liées à sa production. Donc, la seule solution pour cette partie-là, c'est la capture et la séquestration du CO2. En 2050, il y aura peut-être également une industrie de l'utilisation du CO2, de faire des plastiques, de faire des choses comme ça. Voilà, ça on n'y est pas encore tout à fait, mais ça viendra également. Merci. Alors, une question, peut-être, je ne sais pas si peut-être Julie pourrait nous éclairer à ce sujet-là, mais d'où vient, ou bien Hervé, hein, d'où vient l'argile calcinée? Quel est le processus pour obtenir ce matériau? Alors, au niveau du processus, c'est certainement Julie qui pourra nous expliquer. Processus. Ah, j'aurais laissé la parole à Hervé, moi, s'il est D'accord, d'accord. désolé. Bon, mais donc alors, les argiles aujourd'hui, les sources d'argile qui ont été utilisées pendant le cadre du projet Neosem, aujourd'hui, c'est top secret. Je ne sais absolument pas d'où elles viennent. Il y a une vraie concurrence. Non, c'est vraiment intéressant. Il y a une concurrence très, très forte au niveau des cimentiers pour avoir accès à ces sources d'argile. A priori, il y en a largement et il y en a un petit peu partout. Mais voilà, il y a quand même des caractéristiques géologiques, notamment la présence de kaolinite dedans est très importante. Et en fait, voilà, c'est quelque part pour les cimentiers, c'est une discipline un petit peu neuve. Les cimentiers connaissent très très bien la géologie du calcaire, qui est la matière de base pour fabriquer le clinker. Mais ces argiles, c'est un petit peu neuf et donc les compétences sont en train de se développer. Il y a un projet comme Neosem qui permet justement de comprendre comment se comportent ces argiles, quelles sont en fonction de leurs caractéristiques, laquelle sera la plus efficace ou pas. Donc c'est un point, voilà, c'est un petit peu neuf. Dans d'autres continents, sur d'autres continents, par exemple en Amérique du Sud ou en Inde, il y a une connaissance beaucoup plus forte de ces argiles. Pourquoi? Parce que ce sont des continents où en fait il y a moins de calcaire. Et donc l'industrie cimentière a déjà découvert ces argiles depuis un certain temps. Et donc voilà, maintenant c'est pas exploitable chez nous. Le but de ces matières, c'est qu'elles soient le plus local possible. Seconde question pour l'aspect calcination de ces argiles, l'idée étant de les rendre actives. L'argile, comme ça, il y en a peu qui ont qui naturellement vont avoir une activité pouzzolanique. Donc, pour que l'activité soit garantie, il faut les activer et en fait, on doit les calciner à environ entre 650 et 850 degrés.
Donc, en fait, ce sont des températures qui sont trop basses pour qu'il y ait de la décarbonatation, pour qu'il y ait du CO2 qui soit émis. Par contre, effectivement, il faut quand même chauffer. Donc, c'est pas non plus, c'est pas neutre, c'est quand même ce sont quand même des investissements importants, mais c'est vrai qu'on est dans des dimensions beaucoup plus faibles que pour la production de clinker. Et surtout, il n'y a pas ce CO2 chimique qui est émis. On peut aussi imaginer qu'à 650 degrés, on puisse le faire dans des fours électriques. Les projets qui sont en cours, les calcinateurs qui sont en développement, par exemple en France, dans l'est de la France, il y a un cimentier qui est en train d'installer un calcinateur. Là, il fonctionne au gaz. Donc, c'est vrai que ce n'est pas encore la solution idéale, mais ce sont des choses qui avancent. Et en Belgique, il y a des projets de recherche qui sont en cours pour vraiment arriver à mieux à mieux comprendre comment on peut valoriser, par exemple, certains argiles qui sont des bouts de dragage. Eh ben, on se dit, tiens, là, il y a peut-être des propriétés intéressantes. C'est un déchet, on ne sait pas très bien comment le valoriser. Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Ben, c'est très complet. Tu veux Merci. ajouter des choses Je n'ai pas l'impression. Ben, il y a une personne qui nous dit qu'il y a peu d'expérience Hoffman en France, y compris dans un régime d'avis technique français. Mais donc c'est un constat. Mais on a un autre spectateur qui serait preneur de marques et références de ciment avec de l'empreinte CO2 la plus faible. Donc peut-être qu'on pourra le guider plus précisément dans ses recherches par après. Dans ce cas-là, ce serait bien qu'il nous envoie un email hein, pour qu'on puisse le retrouver plus facilement. Il dit que par exemple, certains affichent moins 68% d'émissions de CO2 par rapport à un CEM1 et il se demande quels sont les meilleurs scores finalement sur le marché belge et aussi au niveau mondial. Je ne sais pas si vous souhaitez donner déjà quelques éléments ici ou si c'est mieux d'y répondre en Je pense qu'on direct. peut, on peut clairement, pardon, on peut clairement prendre, c'est parlé comme ça, on peut clairement prendre l'adresse email et rester en contact. Effectivement, c'est toujours la question, quelle est la référence? Quand on annonce moins 60%, moins 20, moins 30, Mhm. quelle est la référence? Donc voilà, pour nous, allez, en 2024 ici, ça va être important aussi pour commercialiser, je dirais, notre solution avec Hoffman, c'est d'être très transparent là-dessus et donc d'arriver à donner un score CO2. Aujourd'hui, le HUKR qu'on utilise, il a un score CO2 de 252 kg de CO2 par tonne. Je crois que le CM3A, en fonction du mélange, etc., il est plutôt aux alentours de 450, si mes souvenirs sont bons. Et effectivement, le CM1, il est plutôt vers les 880, je crois, dans ces eaux-là. Donc voilà, si on dit par rapport au CM1, ben, le CM3, il est déjà peut-être à moins 40, moins 50%. Par contre, si tout le monde utilise le CM3A en Belgique, ben, est-ce que c'est juste de dire qu'on n'est pas carbone? Non, il faut pas. Voilà. Le tout, c'est de savoir quelle référence. Et c'est vrai que c'est assez compliqué à s'y retrouver aujourd'hui. Je pense qu'il faut, j'espère qu'à terme, il y aura voilà, un score CO2 qui sera officiellement audité. Enfin, ça commence à arriver avec les EPD ou les FDS de France, pour un petit peu clarifier, je dirais, clarifier les choses et mettre tout le monde sur la même échelle, quoi. Ce qui est important de Et- garder à l'esprit, c'est aussi c'est l'application. Le but, d'utiliser du ciment, c'est ça, du béton, utiliser le béton dans une application de construction et que ça soit par rapport à la classe d'environnement, par rapport aux exigences de résistance mécanique, bah, voilà, tout ça tienne la route. Mais c'est vrai qu'il y a un choix, il y a un choix très important qui est possible. Et c'est vrai que c'est les critères de durabilité, donc vraiment d'empreinte environnementale des matériaux, jusqu'à peu, était très très fort délaissé. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper important, pas seulement de manière morale, mais parce que c'est exigé, ça va être exigé. La taxonomie européenne exige ça au niveau du secteur de l'immobilier, au niveau des grands entrepreneurs, au niveau de leurs achats de matériaux, donc au niveau de leur scope 3. Euh, et, et ça viendra dans le domaine public. Alors, le secteur public ne se sent pas encore totalement concerné par cet aspect, si ce n'est si c'est le rôle d'exemple. Là, effectivement, ils sont concernés, mais financièrement, ils ne le sont pas encore vraiment, mais ça viendra parce que les financements pour des projets, que ce soit pour les communes, que ce soit pour des grands projets d'infrastructure, bah, c'est clair qu'ils seront, comment dire, ils devront être alignés
ils seront dépendants des critères de la taxonomie. Et donc, ça va aussi se retrouver à ce niveau-là. Et peut-être préciser, on n'en a pas parlé, j'ai l'impression, mais il y a un nouveau label CO2 pour récompenser les bétons qui émettent moins de CO2. Donc, je pourrais pas en parler moi-même dans les détails, mais on a rédigé un petit article dans le Buildwise Magazine il n'y a pas très longtemps. Donc, si ça intéresse certaines personnes, on peut l'envoyer. Le label CO2 du CSC, Concrete Sustainability Council, je pense. C'est ça, Hervé? Ouais. Oui. C'est intéressant à connaître aussi, je pense. Oui, et ce qui intéresse également les spectateurs, c'est le sujet des primes, région Wallonne en particulier, concernant l'utilisation ou la vente de béton bas carbone. Est-ce qu'il existe pour l'entrepreneur ou ses clients des systèmes de primes? Mais à ma connaissance, je dirais peut-être, je dirais que non, mais que c'est peut-être l'incitant viendra certainement de clauses spécifiques dans des marchés qui ont des critères environnementaux à faire appliquer, et qu'en ce sens, ce sera l'accès au marché en tant que tel pourrait être vu comme l'incitant financier. Mais est-ce que vous auriez d'autres éléments? À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Ce sont effectivement des clauses qui viendront dans les, dans les, dans les cahiers des charges, mais voilà, il y a encore un travail à faire. Monsieur Oui, Azibi, tout à peut-être fait. voulait réagir aussi? Non, non, j'allais dire exactement la même chose. D'accord. Bien, bien, bien. Bon, on va tout doucement clôturer, mais je vois qu'il y a énormément d'engouement, donc on a encore des inquiétudes concernant les risques sismiques localisés, avec un exemple de projet Castor en Espagne, si quelqu'un en a connaissance. Et donc, on voulait savoir s'il y avait une approche particulière concernant ce risque sismique. Mais bon, ça commence à devenir assez technique. Mais j'imagine qu'il s'agit du risque donc lié à la séquestration du CO2. Oui, c'est ça, bien sûr. Aujourd'hui, comment dire, le point de vue pour la séquestration du CO2 en Belgique, c'est qu'on ne le ferait pas onshore. On ne le ferait pas, même s'il y a certaines zones géologiques qui pourraient, en théorie, fonctionner. C'est pas la priorité. La priorité, c'est la mer du Nord. On est bien situé, on a un accès assez facile avec des terminaux portuaires qui sont bien connectés, Gand, Anvers et Zeebrugge. Et l'objectif, c'est de voir là. C'est vrai que la séquestration CO2 donc onshore, c'est plus une problématique pour les pays d'Europe centrale, par exemple, qui sont plus éloignés de la mer. Mais c'est vrai c'est plus compliqué, c'est clair. En termes de permis, c'est beaucoup plus compliqué. Quelqu'un s'inquiète de l'évolution du règlement des produits de construction et ses exigences, notamment en termes de déclaration de performance environnementale, qui devrait se faire, selon toute vraisemblance, au niveau individuel du produit. Donc, pas de déclaration collective, mais bien individuelle. Et donc, cette personne se demande comment l'industrie cimentière belge appréhende cette évolution, si elle est avérée. Mais je pense que c'est une évolution donc qui est tout à fait tout à fait positive. Donc effectivement, avec les exigences environnementales qui vont se retrouver au même titre que des exigences techniques finalement. L'autre point très intéressant avec l'évolution, la réglementation sur les produits de construction, c'est peut-être de passer une approche. Aujourd'hui, l'approche normative est très prescriptive, hein, c'est-à-dire que un ciment d'abord est défini par autant de types de matière, un béton est défini par autant de types de matière, mais par contre, même si dans la NB15 NB15 400 il y a une approche performantielle au niveau produit, au niveau de la B15 0001, on est sur une approche qui est exclusivement prescriptive. Et si quelqu'un veut être innovant, que ce soit un prescripteur, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un fabricant, bah, il est très très bridé. Et donc passer sur une approche qui est un peu plus performantielle, garder ce qui existe et passer sur une approche plus performantielle pourrait être très utile pour favoriser l'innovation et la mise sur le marché de solutions qui sont plus intéressantes du point de vue environnemental, je pense. D'accord. Une toute dernière, peut-être pour la route.
C'est une question qui n'a pas de verbe, donc je ne sais pas exactement ce que je cherche à savoir, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse au processus de stockage du CO2 dans le béton via la carbonatation, quelque chose que vous avez mentionné. Est-ce que quelqu'un veut détailler un petit peu plus? Et on terminera avec ça. Mais en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la carbonatation naturelle, qui est un phénomène qui se passe et qui est Mhm. effectivement, et comme Julie l'a illustré, on le voit plutôt comme un défaut, hein. Donc la profondeur de carbonatation, plus la profondeur est importante, ben plus il y a un risque au niveau des armatures d'acier. Au niveau du dernier rapport du GIEC, on a évalué que c'est à peu près 1% des émissions mondiales de CO2 ont été en fait recarbonatées dans les structures en béton existantes. Et ça, c'est un phénomène, voilà, qui se passe, qui est là. Maintenant, aujourd'hui, le secteur béton, le secteur des matériaux de construction a développé des procédés pour utiliser le CO2 et recarbonater, faire certains blocs, par exemple des petits clinkers en espèce de béton, donc qui fixent le CO2, le font réagir avec des matières, avec des matières recyclées. Ça, c'est des choses qui se font très bien. Ce qui se fait également aussi, et qui est en cours de développement, c'est au moment où on fabrique le béton, et c'est plutôt en préfabrication, c'est d'injecter du CO2 qui va en fait former un peu plus de carbonate de calcium et permet d'avoir comment dire, des éléments qui sont mécaniquement très, 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 très résistants. Euh, il y a peut-être plus de détails sur ce genre de process, mais ce sont des choses qui se font. Euh, voilà, le gros intérêt de la recarbonatation par le béton ou par des solutions minérales, c'est que le CO2 qui est capturé comme ça, il est chimiquement lié. Si on ne chauffe pas au-delà de 850 ou 900 degrés, il va rester, il ne va pas bouger. Donc, dans des applications normales, même des incendies, ce CO2, il va jamais bouger. Il va jamais bouger comme s'il était dans une pierre, finalement. On refait de la pierre. Donc, il y a voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de process qui se développent. La difficulté étant je dirais, d'avoir accès au CO2. Une usine cimentière qui émet du CO2 va le capturer. Bah, il faut le transporter quelque part. Il n'y a pas forcément des tuyaux partout pour pouvoir valoriser ce CO2. Bien. Ben, je crois que ce sera un des mots de la fin. Merci beaucoup, en tout cas pour votre expertise et le fait de nous rassurer quant aux moyens qui sont à la hauteur des ambitions. Et les projets sont à la hauteur des ambitions. Ça, je pense qu'on pourra tous être d'accord pour le constater. Et puis, voilà, à nouveau, je rappelle que vous aurez accès à ces présentations et à cette vidéo de webinaire via le site d'Embuild et via les différents canaux. Merci encore et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. beaucoup. À Bonne tous, bon journée. après-midi.